Très bien. Alors pour les halogénures d'acide, donc je répète, ce sont des réactifs qui sont très très utilisés en chimie organique, on verra pourquoi. Alors ces halogénures d'acide, ils sont préparés à partir des acides en utilisant ce qu'on appelle des agents halogénants. Donc ces agents halogénants, on a parlé de ces agents en S4, c'était à distance. On a utilisé le PCl5, on a utilisé le PCl3. Bon, on n'a pas encore utilisé le SOCl2. On peut utiliser aussi le PBr3 ou là le PBr5. Donc ce qu'on appelle les agents halogénants, ça veut dire que ça permet de fixer des halogènes et ce sont des réactions, je répète, de substitution nucléophile qui vont être faites sur les acides. Donc il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc la première, c'est celle-là, donc en présence de ce qu'on appelle le chlorure de thionyle. C'est un SOCl2, ce qu'on appelle le chlorure de thionyle. On peut faire le mécanisme, mais le temps ne permet pas de le faire. Donc en présence d'un acide, ce chlorure de thionyle, donc ce sont des réactions quantitatives qui permettent, je répète, de convertir en totalité les acides en halogénures d'acide. Donc c'est un chlorure ici, évidemment, plus la formation d'autres produits inorganiques. Le même chlorure d'acide peut être préparé, je répète, soit avec le PCl5, soit avec le PCl3. Donc, voilà, donc avec le PCl5. Donc là, on obtient le même produit, mais je répète, ce qui change, donc ce sont des produits inorganiques. Et donc, je répète, là, on peut utiliser soit les bromures, les bromures d'acide. D'accord. On peut utiliser soit le PCl5 ou là, le PCl3 pour préparer le chlorure d'acide, comme on peut utiliser des agents à base du brome pour préparer les bromures. D'accord. Alors, je répète, ce sont des produits, donc c'est des dérivés très très importants parce que tout simplement, on a fixé là un chlore qui est, de point de vue nucléofuge, c'est un très bon nucléofuge. Il est plus partant que le OH. Il est plus partant que le OH. Et donc, il faut bien faire attention à ces composés-là parce que tout simplement, si s'ils ne sont pas conservés à l'abri, je dis bien, s'ils ne sont pas conservés à l'abri de l'eau ou bien de l'humidité, ils vont facilement revenir vers l'acide correspondant. Donc, leur ennemi principal, c'est l'eau. Leur ennemi principal, c'est de l'eau. Parce qu'en présence de l'eau, là, la réaction inverse sera faite les yeux fermés. Ok. Donc c'est une remarque que j'aimerais bien signaler. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont très très sensibles à l'eau. Hein? Celui-là? Oh, bon, on verra. Bon, il y a beaucoup de réactions qu'on peut faire. Voilà, une réaction, je donne une. L'utilité, sont très utilisés en chimie organique. Bon, d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de la formation des esters, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas donné la réaction parce que les esters aussi, on peut les préparer à partir des halogénures, RCOCl, en présence d'un alcool, en présence par exemple d'un alcool, voilà, donc là, je répète, là, c'est un très bon groupement, là, c'est un très bon groupement partant ou bien un très bon nucléophile. Et donc en présence d'un nucléophile, celui-là, donc l'alcool va intervenir en tant que nucléophile non chargé. Et donc le chlore va partir et c'est une réaction quantitative. C'est une réaction quantitative qui peut nous donner les esters avec des rendements très importants. ORE' avec évidemment la formation de ACN, tout simplement. D'accord. Donc voilà une application parmi d'autres. Et on a beaucoup. Donc ce sont des composés qui sont très très utilisés dans la synthèse organique parce que là, il y a un chlore qui est facilement partant. Et d'ailleurs, dans la remarque, on a dit que l'ennemi principal de ces composés, c'est l'eau. Et donc, il nous arrive au laboratoire, parce qu'on travaille avec ce produit beaucoup. D'accord. Donc, c'est un flacon,
de ce qu'on appelle le chlorure de benzoïle. C'est un chlorure de benzoïle. Donc, si vous laissez ce flacon ouvert un certain temps, bon, je ne sais pas, après un temps X, 24 heures, 48 heures, là, qu'est-ce que je vais trouver? Il nous arrive ça au labo. Parfois, les doctorants oublient de fermer les flacons. Donc, vous avez un flacon qui contient du chlorure de benzoïle, vous avez oublié de le fermer, ou bien vous l'avez utilisé pour un certain temps, même si vous le fermez. À force d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir et de fermer, il y a de l'eau qui rentre, de l'eau qui est dans l'atmosphère, l'humidité. Hein? Qu'est-ce que j'aurai là? L'acide benzoïque, tout simplement. J'aurai ici l'acide benzoïque. Voilà. Parce que tout simplement, l'eau qui est dans l'atmosphère est là, servi pour hydrolyser le chlorure d'acide et donner l'acide benzoïque, évidemment, toujours avec le HCl qui se forme. Dans votre tête, vous travaillez avec le chlorure de benzoïle, vous faites la réaction ne marche pas. Pourquoi la réaction n'a pas marché? Parce que tout simplement, le chlorure de benzoïle que vous avez utilisé, il est très ancien. Il est très ancien, ça veut dire, il s'est transformé en acide benzoïque. Ou bien quelqu'un a oublié de fermer le flacon. D'accord? Donc, ces chlorures d'acide, leur ennemi principal, c'est de l'eau. D'accord? Parce que tout simplement, en présence de l'eau, je répète, là, comment dirais-je, le chlorure d'acide sont convertis en acide correspondant, je répète, les yeux fermés. Donc voilà un exemple qui arrive dans les laboratoires. Et d'ailleurs, lorsqu'on a des flacons de chlorure d'acide, il faut les changer rapidement. Il ne faut pas travailler avec un flacon une année, 2 années, non. Dans une année, vous allez trouver l'acide. Okay? Même s'il s'agit d'un flacon du chlorure d'acide. Hein? Même s'il s'agit d'un flacon de chlorure d'acide. Donc là, il faut utiliser des flacons qui sont ouverts récemment. Il ne faut pas qu'ils soient, je répète, avec des durées d'utilisation très très grandes. Sinon, je répète, vous aurez l'acide au lieu du chlorure d'acide. Donc ce sont des produits, je répète, qui sont de point de vue réactivité très très réactifs parce que tout simplement, nous avons ici un X qui peut être un chlore ou bien un brome. Et donc ces X-là sont considérés de très bons nucléophiles, donc en présence d'alcool, en présence de l'eau, en présence de n'importe quel nucléophile. D'ailleurs, vous allez le constater qu'on va utiliser beaucoup celui-là pour préparer les d'autres composés qu'on verra par la suite. Ok? Donc voilà pour les chlorures d'acide. Donc il n'y a pas beaucoup de réactions, il y en a deux. Il y a celle-là avec le SOCl2, le PCl5, le PCl3 ou bien le PBr3. Donc ce sont ce qu'on appelle des agents halogénants qui permettent de transformer les acides directement en halogénure d'acide sans problème. Ok? Alors voilà donc une application comme tout à l'heure. Donc regardez, donc c'est une application toujours qui consiste à préparer donc soit les polyesters, soit comment dirais-je, les polyamides, parce que rappelez-vous dans le chapitre quel chapitre? Dans le chapitre 1, on a préparé le nylon, et dans ce nylon, donc pour la préparation, donc je rappelle, donc je ne sais pas est-ce que vous avez révisé le cours ou pas, donc préparation par exemple du nylon 6,6, donc rappelez-vous, dans ce chapitre-là, on a utilisé un dichlorure d'acide, Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça, plus une diamine, NH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est bien ça, et voilà. Donc là, c'est un produit qu'on a utilisé pour préparer le nylon 6,6, tout simplement par attaque nucléophile comment dirais-je, de l'amine sur le chlorure d'acide qui va réagir des deux côtés, et donc on prépare des, comment dirais-je, des polyamides, donc voilà, NH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc
là j'aurai un NH qui sera lié à CO, etc., etc. La même chose ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'aurai un CO, NH, etc. Et voilà les polymères, comment ils vont se former. Donc c'est une polymérisation qui utilise un chlorure d'acide en présence d'une diamine pour préparer ce qu'on appelle le nylon 6. C'est un polyamide, parce que la fonction qui se répète, c'est la fonction amide. Donc ces chlorures d'acide, ils peuvent être utilisés pour préparer les polyamides, ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Il peut être utilisé pour préparer les polyesters. Il peut être utilisé pour préparer les polyesters. D'ailleurs, j'ai donné tout à l'heure la préparation des esters à partir des... La voici. Hein. D'accord. La voici. Hein. D'accord. Donc, je peux convertir un halogénure d'acide en ester. Donc, si j'ai un dihalogénure d'acide, ça veut dire un composé avec deux fonctions halogénures d'acide, une à droite, une à gauche, j'ai un diol. Là, je peux, au lieu de préparer un monoester, je peux préparer des polyesters. Je peux préparer des macromolécules à base d'ester, c'est le cas ici. Mais là, c'est un chlorure d'acide bien spécifique, parce que sur le chlorure d'acide, il y a deux chlores. Et donc, en présence d'un diol, donc là, la réaction peut se faire sans problème. Et donc, par substitution nucléophile, des chlores avec comment dirais-je, le O. Donc, le O va attaquer par son doublé sur le carbone. On aura donc comment dirais-je, le départ donc comment dirais-je, de Cl, et on aura des chaînes polymériques très grandes qu'on appelle les polycarbonates. Donc c'est un polymère, donc appelé polycarbonate. Donc là c'est un polymère. Donc voilà les caractéristiques. Donc c'est avec une couleur transparente et qui est rigide. Qui est rigide, ça veut dire donc il est utilisé dans comment dirais-je, pour la résistance contre les chocs. Donc ce sont des composés, je répète, très très réactifs, vu la présence de ces chlores qui peuvent partir, je répète, en présence d'un nucléophile, qui peut être de l'eau, de l'alcool, de l'amine. On verra pas mal d'exemples sur ces composés. Ok. Alors on va passer rapidement. On va passer rapidement. Où ça? Je suis là. Voilà, donc, bon, pardon, je suis là. On va passer à la préparation d'un autre type de dérivés d'acide. Ce sont les anhydrides. C'est une fonction qu'on n'a pas encore vue. Ah, les anhydrides. Donc là, on va parler de deux types d'anhydrides, parce que donc, les anhydrides, on va voir les structures rapidement. Donc les anhydrides, les voici. Donc c'est une fonction dont on n'a pas encore vu jusqu'à présent. On a parlé presque de toutes les fonctions depuis S3. Là, c'est une fonction anhydride. Une fonction anhydride, c'est un CO, O, CO. D'accord. Alors, c'est une fonction qu'on peut préparer à partir des acides carboxyliques par une simple déshydratation. Parce que si vous faites le bilan, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé une molécule d'eau. D'accord. Donc on a 2 moles d'acide vont donner une mole d'anhydride plus de l'eau qui se forme. D'accord. Alors, parce que donc on a vu que les acides, on peut les préparer par le chemin inverse. Donc pour éviter le chemin inverse, l'eau qui se forme, elle est piégée par le P2O5. Donc ici le rôle de P2O5, d'accord. Ok. Donc 2 moles d'acide OH en présence de P2O5 et de la chaleur. Là, je prépare, je répète, l'anhydride. Pardon, c'est pas ça. Ok. Le rôle de P2O5 ici, je répète, c'est un déshydratant. Ça veut dire quoi? Ça permet de piéger l'eau qui se forme. Parce que je répète, en passant de là à là,
il y a une molécule d'eau qui se forme. Cette molécule d'eau, si elle n'est pas éliminée, j'aurai le chemin inverse. Parce que si je prends l'anhydride, je la traite avec du H2O, là, je vais revenir là où j'étais. OK? Je vais revenir là où j'étais. Et donc, je répète, pour éviter cette réaction inverse, parce que regardez la réaction dans le cas d'utilisation de P2O5, il est total. Il donne l'anhydride d'acide en totalité. Et donc, pour rendre cette réaction totale, je répète, on utilise le P2O5 qui est utilisé ici comme un déshydratant, ça veut dire pour piéger toutes les molécules d'eau qui se forment et par conséquent éviter la réaction inverse qui est l'hydrolyse de l'anhydride en acide correspondant. C'est clair? D'accord? Donc là, le rôle de P2O5, c'est un déshydratant et donc ça va servir, je répète, pour piéger l'eau qui se forme et, je répète, éviter le retour vers l'acide carboxylique. Donc voilà une application. Donc on peut préparer des acides, donc il suffit de les prendre et de les chauffer en présence de P2O5, donc ce qu'on appelle l'acide orthophthalique. C'est l'acide orthophthalique parce que les deux fonctions acide, l'une, elle est en position ortho par rapport à l'autre. Et donc, en présence de P2O5, on prépare ce qu'on appelle l'anhydride orthophthalique. On prépare l'anhydride orthophthalique. Mais là, je répète, je parle des anhydrides parce que donc, pour les anhydrides, donc c'est ça. Et donc, regardez, donc, en regardant donc, comment dirais-je, le squelette, on peut les avoir d'une façon symétrique, on peut les avoir d'une façon dissymétrique. Donc, pour préparer les anhydrides symétriques, voilà, on va utiliser ce qu'on appelle une déshydratation des acides. C'est une déshydratation en présence d'un déshydratant qui est le P2O5 et ça permet de préparer les anhydrides symétriques. OK? Alors, pour les, comment dirais-je, les anhydrides qui ne sont pas symétriques, hein? Pour les anhydrides qui ne sont pas symétriques, donc là, leur méthode de préparation, elle est différente. Leur méthode de préparation, ils ne sont pas préparés par déshydratation, on verra pourquoi, mais il y a d'autres méthodes qui vont être utilisées. Ils vont utiliser le sel d'acide. Donc on va utiliser un sel d'acide, un RCO au en présence de quoi? D'un halogénure, tout simplement. Parce que regardez, cet halogénure d'acide, ça va revenir énormément. Ça va revenir énormément pour préparer les autres produits, parce que je répète là, on est en présence d'un chlore qui est facilement partant, et donc ça va, je répète, servir à préparer beaucoup de produits, et donc pour préparer les anhydrides symétriques, là, bon, c'est le mécanisme, donc on aura le retour, et voilà l'anhydride dissymétrique, avec un R différent de RE', avec un R différent de R'. On peut utiliser aussi donc les acides, mais avec un chlorure d'acide aussi. Toujours c'est le chlorure d'acide. Et donc là, on va préparer, avec la chaleur, on va préparer l'anhydride symétrique. Donc je répète, on ne peut pas préparer deux acides différents en même temps. OK? On ne peut pas utiliser deux acides différents en même temps. Tout simplement parce que, d'accord, donc je pose la question suivante. Donc si je prends RCO, donc je parle de la préparation des anhydrides dissymétriques. Je parle de la préparation des anhydrides dissymétriques. Donc je ne peux pas utiliser cette réaction, par exemple R', je peux faire cette réaction. Mais dites-moi quel est l'inconvénient de cette réaction en présence de la chaleur toujours, et le déshydratant O5. Qu'est-ce que j'aurai comme produit? Donc là, je suis en train de parler de la préparation des anhydrides dissymétriques, des anhydrides qui ne sont pas symétriques. Ma question, est-ce que je peux utiliser cette réaction pour les préparer? Pourquoi? Parce que tout simplement, si je prends ça, je les chauffe en présence de P2O5. Combien de produits j'aurai? Combien de produits? Bon, à de la réaction, on vient de la faire. RCOOH en présence de P2O5, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner R, C,
O, O, C, O, R. Si je prends celui-là, je le chauffe en présence de P dans le 5, qu'est-ce qu'il va donner? R', C, O, O, C, O, R'. Si celui-là réagit avec celui-là en présence de P dans le 5, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai R, C, O, C, O, R'. Regardez le bilan. Je peux préparer l'acide, je peux préparer l'anhydrite, qui n'est pas symétrique. Mais à côté de lui, je trouverai deux autres produits. Ça veut dire au total, je vais préparer trois produits. Trois produits qu'il faut séparer évidemment l'un de l'autre. Et je répète, la bête noire en chimie organique, c'est la séparation. Donc je ne vais pas aller faire cette réaction pour obtenir trois produits mélangés, dont deux symétriques, un non symétrique, et laisser d'autres réactions qui peuvent me donner soit les anhydrides symétriques tout seuls, soit les anhydrides non symétriques tout seuls. Donc cette réaction, il ne faut pas la faire parce que tout simplement, je répète, ça va donner un mélange d'anhydrides symétriques 2 et un seul anhydride dissymétrique. Donc c'est une réaction qu'il ne faut pas utiliser. Ce qu'il faut utiliser, c'est ça, c'est ces réactions, parce que regardez, ces réactions donnent un seul produit, évidemment, avec la formation d'un produit inorganique qui passe toujours dans la phase aqueuse. D'accord? Donc je répète, la bête noire, c'est de trouver un mélange de produits organiques et de les séparer. Donc essayez de faire des réactions qui donnent le minimum de produits organiques. D'accord? Donc pour les anhydrides non symétriques, je répète, on va utiliser l'halogénure d'acide, je répète, qui est considéré parmi les des produits très très réactifs, soit en présence d'acide, oui, ou en présence de sel d'acide, Donc on va continuer par parler donc de ces anhydrides non symétriques. Alors, donc c'est déjà fait, donc là, il faut que je passe à un autre volet, c'est la préparation des amides. Des amides. Alors les amides, ce sont des réactions qu'on peut effectuer sur les acides. On va les effectuer sur les acides carboxyliques directement, en présence soit de l'ammoniac, soit des amines primaires et secondaires. Donc soit l'ammoniac, soit l'amine primaire, soit l'amine secondaire. Il n'y a pas d'amine tertiaire, parce que l'amine tertiaire, il n'a pas un H qui peut donner. Parce que tout simplement, la première des réactions qui aura lieu entre l'acide carboxylique et l'ammoniac, ou bien l'amine primaire et l'amine secondaire, c'est une réaction acido-basique. Okay? La première réaction qui aura lieu, de point de vue cinétique, rapide, c'est la réaction acido-basique. C'est une réaction qu'on a vue dans le chapitre 1. On a vu que les amines se comportent comme des bases de Lewis, à cause du doublet libre de l'azote. Donc ce qui va se passer, c'est que le doublet libre de l'azote ici va aller arracher le H de l'acide pour former ce qu'on avons vu dans le chapitre 1, pour former ce qu'on appelle un carboxylate, d'ammonium. On forme un ammonium quaternaire plus le carboxylate, ce qu'on appelle le carboxylate d'ammonium. Ce carboxylate d'ammonium, lorsqu'il est chauffé, ça va donner la fonction amide plus la formation de He2O. D'accord? Donc en présence de la chaleur, ça donne, je répète, la formation de l'amide plus le H2O. Et donc c'est une réaction, je répète, donc c'est pas le mécanisme, c'est pas ça. Le mécanisme, parce que là, il y a des gens qui confondent. Le mécanisme, c'est pas ça. Donc un acide, en présence d'une amine, je répète, primaire ou bien secondaire, là, le mécanisme, c'est pas ça. C'est pas une attaque nucléophile. Non, c'est pas ça. Ok? La réaction ne passe pas par ce mécanisme. La réaction ne passe pas par ce mécanisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, de point de vue cinétique,
Alors, vous avez fait la cinétique. Hein? On vous a parlé d'un contrôle cinétique qui est un contrôle thermodynamique. La réaction la plus rapide, c'est la réaction acido-basique. Ok? Celle-là, elle est plus rapide. Ok? L'attaque de H, l'attaque de H avec le doublé de l'azote, il est plus rapide que l'attaque nucléophile de l'azote. Donc, de point de vue, je parle de point de vue cinétique, de point de vue rapidité, de point de vue facilité de réalisation de réaction. Donc, ce n'est pas le mécanisme suivi, mais le mécanisme suivi, c'est celui-là. Donc, on forme tout d'abord le carboxylate, RCO au moins, et évidemment l'ammonium. Donc là, je mettrai R' R seconde, R' R seconde, H plus. C'est celui-là qui se forme en premier lieu. Et ensuite, il est chauffé en présence de la chaleur pour, je répète, former R, C, O, N, RE, RE seconde. D'accord? Donc, je répète, ce n'est pas le mécanisme suivi, c'est celui-là, pas celui-là. Pas celui-là, je répète. Hein? Donc, ok? Donc là, je répète, du point de vue rapidité, du point de vue facilité de la réaction acide-basique, elle est plus facile à réaliser que je répète, l'attaque nucléophile de l'azote. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on passe par un carboxylate d'ammonium qui est chauffé en présence de la chaleur pour conduire soit à l'amide primaire dans le cas de l'ammoniac, soit à l'amide secondaire dans le cas de l'amine primaire, soit à l'amide tertiaire dans le cas de l'amine secondaire. Parce que là, on a utilisé une amine secondaire, donc ce qu'on a préparé là, c'est une amide parce que aussi les amides, ils sont de 3 classes. Il y a l'amide primaire, il y a l'amide secondaire, il y a l'amide tertiaire. Donc l'amide tertiaire est formée par action des amines secondaires sur les acides carboxyliques. Les amides secondaires, ce sont les amines primaires sur les acides carboxyliques. Les amines primaires, c'est l'ammoniac sur les acides carboxyliques, alors que les secondaires, ce sont les amines primaires. Okay? Et donc, là, 3 classes d'amides, primaires, secondaires, tertiaires, qu'on peut préparer par cette réaction sur les acides carboxyliques en utilisant soit l'ammoniac, soit l'amine primaire, soit l'amine secondaire. Ok? Alors, la même réaction dont on a parlé tout à l'heure pour les esters, cette réaction d'amidation, il peut être intermoléculaire, c'est le cas ici, comme il peut être intramoléculaire. Il peut être intramoléculaire si vous avez un composé bifonctionnel avec une fonction acide et une fonction amine des deux côtés, on peut faire la cyclisation intramoléculaire et obtenir ce qu'on appelle les lactames amides. Il ne faut pas le confondre avec lactone, ce sont les esters. Là, on parle de la fonction lactame. Ce sont des amides cycliques. Ce sont des amides cycliques qu'on peut obtenir par une cyclisation intramoléculaire au sein d'un composé contenant à la fois la fonction acide et la fonction amine, évidemment en présence de la chaleur, et obtenir cette fonction qu'on appelle lactame, qu'il ne faut pas confondre avec les lactones. Ok? Très bien, alors on va continuer donc par la synthèse des amides. Et donc regardez, toujours c'est l'halogénure d'acide. Donc cet halogénure d'acide, on va le trouver partout. On va le trouver partout parce que, je répète, de point de vue réactivité, il est très très réactif. Donc on peut utiliser cet halogénure d'acide, le voici. À votre avis, en présence de quoi? C'est une réaction qu'on a fait dans le chapitre 1. On vient de parler lorsqu'on a préparé le nylon. Lorsqu'on a parlé de la préparation de nylon, on a fait réagir le chlorure d'acide avec quelle fonction? Avec la fonction amine. Avec une fonction amine. Et donc, rappelez-vous, cette réaction, on a dit, il faut la faire en présence d'une base. Parce que tout simplement, on aura la formation de HCl. Si le HCl n'est pas formé, le rendement en amide sera faible. Parce que tout simplement,
ce acél, il sera coopté par l'amine. Donc l'amine sera divisée sur deux. Une partie qui va réagir avec le chlorure et une partie qui va neutraliser l'acide. Et donc par conséquent, cet acide, il faut l'éliminer en utilisant une base comme la péridine qu'on a utilisée dans le chapitre 1, ou bien une amine tertiaire. D'accord? Alors, on peut utiliser aussi les anhydrides, mais pour les anhydrides, s'il vous plaît, pour l'utilisation des anhydrides, on n'utilise jamais les anhydrides qui sont dissymétriques. On utilise uniquement que les anhydrides symétriques. Jamais on utilisera des anhydrides dissymétriques parce qu'ils vont donner des mélanges. Ils vont donner des mélanges. Et donc, par conséquent, là, ce qu'on va utiliser, c'est uniquement des amides qui sont symétriques. Parce que si, comment dirais-je, l'anhydride n'est pas symétrique, on aura deux possibilités d'attaque. On aura deux possibilités d'attaque. Donc, si l'anhydride, si l'anhydride n'est pas symétrique, je prends ce cas ici, et je le fais réagir avec RNH2, par exemple, j'aurai soit l'attaque ici, soit l'attaque là. Donc j'aurai une double attaque. Ça veut dire que j'aurai plusieurs produits. Par contre ici, j'ai une seule amide. J'ai une seule amide, évidemment, plus l'alcool qui va se former. Par contre, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai R, C, O, pardon, non. Oui, OH plus R', C, O, N, H. Donc là, je mettrai seconde, RE, seconde, plus quoi? R, prime, C, O, OH, très bien, plus R, C, O, N, H, R, E, seconde. Regardez combien de produits. D'accord? Donc, dans la réactivité des anhydrides, on va utiliser que les anhydrides qui sont symétriques. Parce que si vous utilisez des anhydrides qui ne sont pas symétriques, au lieu d'obtenir 2 produits, je vais obtenir 4. Et plus le mélange est grand, plus il faut gaspiller de l'argent, il faut gaspiller du temps, il faut gaspiller de l'effort. OK? Alors, donc je termine par cette réaction. Donc, pour la synthèse, sinon je m'arrête là parce que donc ça sera donc un autre type comment dirais-je, donc de dérivés d'acide. Donc, je termine par, je répète, la synthèse donc des amides à partir des esters. Donc, les esters, on peut les utiliser aussi pour préparer donc comment dirais-je, les amides en utilisant, je répète, un ester avec une amine, donc qui peut être soit primaire, soit secondaire. Les tertiaires, non. Donc, pour que l'amine réagisse, il faut qu'il contienne au moins un proton. Donc, les amides aussi, on peut les préparer, je répète, à partir des esters en utilisant cette réaction. Donc, c'est une attaque nucléophile de l'amine sur l'ester correspondant. Donc, les autres dérivés, donc on parlera la semaine prochaine et on s'arrêtera là aujourd'hui. Donc, on continuera, je répète, la semaine